Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a une question en fait qui m'a été posée concernant les faux décrets. Et je voudrais donc, avant d'arriver à cette question, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à la question du député Ibou Daoud, donc qui a posé la question sur qui chapeaute les organes, etc. Donc la réponse a été donnée. Et la cellule de veille était une cellule de veille, comme son nom l'indique, et de sécurité sanitaire. Donc elle devait préparer, faire la prévention pour limiter les dégâts au cas où la pandémie ou la maladie se déclare. Et donc elle a fait son chemin, elle a fait ce qu'elle a pu, et donc aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place. Et cela n'est pas étonnant. Comme les ministres l'ont soulevé ici, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours pris à bras le corps les vrais problèmes qui se posent aux populations. Et comme vous le savez, la santé, c'est une de ses principales priorités. Même avant, il avait la réunion mensuelle sur la santé. Et donc maintenant, il a créé ces comités de gestion des crises dont il assure lui-même la présidence. Et donc la cellule de veille a fait son travail, a fini. Donc maintenant, c'est vraiment la lutte en tant que telle qui doit être faite et de façon la plus vigoureuse possible. Et il n'y a que lui qui peut vraiment piloter un tel organe. Ensuite, sur la question, le député dit que l'État n'est plus aux fausses informations et que les actes du chef de l'État doivent être lus à la radio. Pourquoi ce n'est pas lu devant la presse? Eh bien, tout simplement, parce que dans tous les pays du monde, on ne lit pas les décrets à la presse. Ici, dans notre pays, nous avons le journal officiel de la République, qui est là et qui paraît mensuellement. Et donc, tous les textes sont consignés dans ces journaux officiels de la République qui paraît de façon mensuelle. Et maintenant, on est en train de faire tout notre possible pour qu'ils puissent paraître de façon plus, dans une périodicité plus rapprochée. Et en attendant, donc, on publie quand même les actes dans les sites, la page Facebook du SGG. Donc les documents authentiques sont dans la page Facebook du SGG. Même les décrets qui viennent de paraître, donc vous allez les trouver dans notre page Facebook. Les fake news, il y a eu ce fameux décret qui parle d'un couvre-feu à partir de 14 heures qui a fait paniquer la population. Et hier encore, il y a eu un autre qui, c'est un peu, je pense, les souhaits des gens peut-être. D'autres sont pessimistes, ils veulent que les gens soient confinés, et d'autres veulent que le couvre-feu soit poussé. Mais toujours est-il que c'est quelque chose de très grave. De très grave. Et donc, le SGG n'a pas attendu, parce que comme vous le savez, nous sommes responsables du contentieux de l'État. Et donc, dès l'apparition de ces premiers décrets-là, nous avons porté plainte. Et à l'heure où nous parlons, à la suite de notre plainte qui a été déposée, les investigations de la Direction générale de la police judiciaire ont été faites et ont réussi à mettre la main sur 4 personnes présumées coupables, dont une femme. Et je vous informe que tous les 4 travaillent à la télévision nationale. Et ils sont en ce moment placés sous mandat de dépôt par le 2e cabinet d'instruction du parquet d'instance. Et suite à la fausse nouvelle d'hier, la fake news d'hier sur le faux décret également, nous sommes en train de préparer également une plainte et je pense que ces personnes vont recevoir les sanctions qu'ils méritent et toute personne qui s'aventure sur ces chemins donc va également nous trouver sur son chemin. Je voulais dire un mot par rapport à la polémique sur la Fondation Grand Cœur. Vous savez, il n'y a pas que seulement au Tchad qu'on signe des conventions ou des protocoles d'accord avec des organisations de la société civile. Dans tous les pays du monde, ça s'est fait. Dans mon expérience de représentant de la FAO pendant 14 ans, dans 2 pays de l'Afrique de l'Ouest et un pays de l'Afrique du Nord, nous avons signé pas mal de protocoles d'accord
avec des organisations de la société civile, soit pour distribuer des aliments de bétail, soit pour intervenir au niveau des populations les plus démunies pour donner des semences, etc., des petits ruminants, etc., c'est parce que ces organisations de la société civile sont proches de la population. Et dans le cas d'espèces, le choix a été fait sur la base d'un certain nombre de critères. Et un des critères, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et donc, je pense que nous le voyons tous à l'œil nu, ce que la Fondation Grand Cœur est en train de faire. Les tables bancs qui arrivent en un temps record dans les salles de classe, dans les provinces les plus reculées du Tchad. Les aliments actuellement, les vivres qui arrivent partout chez les populations démunies en un temps record, pendant que nous, on est en train de se rechercher encore. Les démunis qui sont soignés, qui voient maintenant. Et donc, c'est cette efficacité qui a gagné la confiance de tout le monde. Et en premier lieu, ce n'est pas seulement le gouvernement. D'abord, les partenaires qui financent la Fondation Grand Cœur. C'est parce qu'ils ont vu que ce qu'ils donnent, ils sont sûrs que ce qu'ils donnent va arriver directement aux personnes concernées. Et donc, c'est pour ça que ce protocole d'accord, cette convention a été signée. Et le résultat est là, visible, palpable, visible par tout le monde. Donc, je pense que nous, les êtres humains, on est comme ça. Quand il pleut beaucoup, on dit il pleut beaucoup. Quand il ne pleut pas, il ne pleut pas. Il fait chaud, il fait chaud. Trop chaud. Si c'est froid, il fait trop froid. Donc on n'est jamais content. Et donc, de grâce, quand des bonnes choses sont en train d'être faites, il faut les apprécier à leur juste valeur. Merci. Très bien. Je demande donc au député Jimmy Clément Bagao d'intervenir. Merci, Monsieur le Président. Je viens une fois de plus. Je serai là. Tout à l'heure, j'avais posé une question concernant le cas de l'éducation nationale. Je disais que si jamais on est condamné à rester plus longtemps avec la Covid-19, et si on ne pense pas à la formation ou bien à l'éducation de nos enfants, qu'allait-on faire? Mais malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse. Et quand on parlait tout à l'heure de personnes asymptomatiques, pour moi, je pense que c'est des personnes, c'est des porteurs sains. Ce n'est pas des suspects, c'est des porteurs sains. Et ceux-là, on dit, si on procédait au texte et on les amenait tous, par exemple, à Farcha ou bien l'hôpital moderne, il n'y aura pas de la place pour les contenir. Est-ce qu'il était possible de le suivre à la maison? Je pense que c'est la question qui a été posée, mais malheureusement, la réponse donnée par le ministre de la Santé n'était pas celle-là. Peut-être que... Bon, je pense qu'il y a un de mes collègues qui avait posé cette question. Donc peut-être que le ministre n'avait pas bien saisi. Et il y a le cas de masques. Les masques, franchement, je vous dis que dans les provinces, c'est difficile de trouver une femme qui amène son fagot au marché et qui gagne 200 francs pour acheter un masque. Et là, dans les marchés hebdomadaires, on fouette les gens, mais même si on ne veut pas qu'on dise qu'on tape sur la population, le dimanche passé, je crois, au marché de Koundou, c'est ce qui s'était passé à cause de masques. Et à Toukoura, on ramassait tout le monde, parce que quand vous voyez sans masque, on prenait tout le monde. Donc, vraiment, s'il y a lieu à distribuer les masques à tout le monde, pour que la mesure soit respectée. Ce n'est pas seulement les 1-2 milliards là qui puissent mettre le Tchad, je ne sais pas, à terre. Donc, et de l'autre côté, quand on dit que par rapport à l'enseignement, je ne sais pas, à distance ou bien sûr le radio, atteindre jusqu'à 55%, c'est trop dire. C'est trop dire. Même si ici on taxe les députés de menteurs, donc on s'assume. Mais 55%, c'est pas vrai. Je viens dire à mon frère, monsieur le ministre qui venait d'intervenir,
qu'à Gam, il n'y a pas une radio, et les personnes qui ont une radio, sur une population de plus de 13-14 000 personnes, vous n'allez pas trouver plus de 100 personnes qui ont une radio. C'est un exemple. Et comment, par coup magique, vous allez dispenser ces cours pour que ces enfants puissent en bénéficier? Quel est le taux d'accessibilité de nos enfants aux radios ou bien à la télévision? Sauf par magie, sinon je n'y pense pas. Parce que j'étais lors de l'enquête parlementaire sur le système éducatif, mais malheureusement je vous dis, monsieur le ministre, essayez de descendre sur le terrain. Rendez-vous dans le rural, vous allez vous rendre compte que rien n'est fait et tout reste à faire. Un lycée, monsieur le ministre, un lycée qui n'a que 2 enseignants de l'État, c'est-à-dire de la 6e en terminale, qui n'a aucun bâtiment. Le bureau du proviseur est dans une hutte et tout le reste du cours se fait sous les arbres. Un lycée, je vous le dis. Mais dans ces conditions, pensez-vous que ces enfants ont des radios pour écouter, pour suivre les cours? Je n'y pense pas. Et ça, c'est un exemple. Il y en a 1000 comme ça. Dans tous les recoins du Tchad, c'est la même chose. Donc, si on se dit qu'on est là, on se sacrifie pour ce peuple, que notre lutte soit commune. Nous devrons tous conjuguer nos efforts et nous battre ensemble pour vaincre le coronavirus. Mais qu'on ne joue pas simplement à dire que ça marche pas, ça marche. Qu'on ne vienne pas ici faire la leçon aux députés pour dire que c'est le député de l'opposition, c'est le député de la majorité. On ne vient pas ici pour faire la leçon de morale ni de la ségrégation entre les députés. C'est les députés de la nation tchadienne. Il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas de la majorité ici. Nous avons une mission, nous représentons le peuple et nous avons le devoir de contrôler l'action gouvernementale. C'est ce qui nous oblige à venir poser certaines questions pour nous permettre d'avoir des éclaircissements. Sinon, on a de problème avec personne. Tout à l'heure, mon frère et ami ministre de la Défense, je ne sais pas s'il est déjà parti, et c'est moi qui disais que j'avais vu des militaires sur la route. C'est moi-même. Ce n'est pas de mensonge. Faire les raquettes sur la population. Mais en tant que représentant du peuple, mais où est le coin pour qu'on en parle? Même si le président du groupe parlementaire fait des signes pour qu'on coupe la radio, qu'on la coupe, mais ça ne fait rien. Au moins, on est ici pour représenter le peuple tchadien. On est ici au moins pour jouer un rôle. Nous ne sommes pas ici pour de la figuration. Mais quand des choses flagrantes se passent, le ministre se permet de dire qu'il est surpris qu'il y a des agricultures qui se font autour de N'Djamena. Je pense que le ministre, lui, n'est pas informé. Il ne côtoie pas les faubourgs de N'Djamena. Il n'a pas l'habitude de se rendre dans les bidonvilles de cette ville. Peut-être qu'il est confiné quelque part. Il n'a pas cette chance de traverser N'Djamena pour voir si les gens pratiquent de l'agriculture ou non. Imaginez-vous qu'il est combien de fois insensé de penser que le peuple tchadien meurt de faim et ils partent là chercher à manger. Et il vient ici insulter la représentation nationale, une fois de plus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est comme ça que nous devrons construire le Tchad? C'est pas parce qu'on a le gouvernement, on vient, on insulte la représentation nationale, il taxe les députés de menteurs. Et il va, c'est de l'insulte pour le peuple tchadien, pour dire qu'il n'y a même pas de culture. Mais c'est des milliers de personnes qui vont chaque matin travailler. Quand le ministre vient, je vais l'amener au champ. Qu'il vienne, je l'amène au champ, il verra qu'est-ce que les gens ont fait là-bas. Oui, cette culture peut périr. Lui, il va acheter au marché, il va commander en Inde. Mais ce peuple tchadien n'a pas cette chance de commander en Inde et de vivre. Est-ce que c'est comme ça que nous allons continuer par voir le Tchad grandir? On a un peu de respect quand on vient ici à l'Assemblée. Mais il parle des soldats, moi je suis plus proche des soldats. Je me suis toujours préoccupé de la vie du soldat, parce que moi-même je suis soldat.
Et il ne me dira pas qu'il se préoccupe plus que moi. C'est pas vrai. Jamais. Et ça ne se verra jamais. Je suis soldat et je lui demeure. Je suis fier d'être soldat. S'il n'a pas de la considération pour le soldat, je l'ai. Donc on ne vient pas ici nous faire de la leçon de morale, on ne vient pas ici nous insulter. Et que le ministre cesse ça. Il dit que ça ne va pas reculer. Mais il veut, qu'est-ce qu'il veut faire concrètement? Asservir tout le peuple tchadien? Les tuer de faim? C'est ça ce qui va se passer? Mais si nous voulons lutter contre le Covid, c'est pour sauver la vie au peuple tchadien. Mais si nous pratiquons l'agriculture, c'est pour donner à manger au peuple tchadien. Et ces gens qui chaque matin se déplacent pour aller chercher à manger, on ne peut pas les empêcher. C'est quand même grossier. On apprenne à se respecter si vraiment on est sérieux. Si vraiment nous servons la nation tchadienne. Je sais que ça ne passe pas, mais que ça ne passe pas. Et ça a été toujours comme ça. On aura d'autres canaux au moins pour exprimer ça, quelles que soient les conditions. Mais ce n'est pas du tout sérieux. Mais si c'est ça, le plan qui est destiné, je ne sais pas, à servir le peuple tchadien, à l'anéantir, ou bien à lui ôter la vie, qu'on le dise clairement, qu'on le déclare. Où est notre rôle ici? Exactement, je ne comprends pas. Et on dit qu'on représente la nation tchadienne. C'est pas vrai. Merci, Monsieur le Président. Le député Kebzabou Saleh. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nos séances ont toujours été empreintes de courtoisie. Et c'est pour ça que nos échanges avec le gouvernement sont toujours bien passés. Mais je constate un léger dérapage aujourd'hui. Je me permets d'interpeller le président de l'Assemblée nationale parce que c'est lui qui a la police des débats. C'est lui qui assure la police des débats. Et quand il y a eu 1, 2, 3 dérapages au niveau du gouvernement, je pense que vous aurez dû intervenir pour appeler le ministre à l'ordre. Parce que j'ai entendu un ministre qui a un instrument de mesure. Selon la voix ou l'intonation, les paroles qu'on emploie, il détecte. Ça c'est un opposant, ça c'est pas un opposant. C'est pas bien. On ne vient pas dire ça à l'Assemblée nationale. C'est pas le lieu d'amener ce faux débat ici. Un ministre, Monsieur le Président, a interpellé nommément un député qui n'a pas parlé du sujet qu'il évoquait. Pourquoi vous l'avez laissé parler? C'est pas normal. Puisqu'il s'agit de moi, Monsieur le Président, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour polémiquer. Et si je devais polémiquer, Monsieur le ministre de la Santé publique était la cible sur laquelle on aurait pu tirer en permanence pour polémiquer. Je ne l'ai pas fait. Je me suis contenté, comme d'habitude, de rester serein, de débattre, de faire des propositions. Je crois que je l'ai fait et je suis en droit de le faire. Maintenant, lorsque les ministres en rang serré viennent au secours de la Fondation, ici à l'Assemblée nationale, je crois que là aussi, le moment n'était pas indiqué. Personne n'en a parlé. Moi en particulier qu'on désigne, je n'ai pas parlé de ça. On veut m'obliger à amener ce débat à l'Assemblée nationale, je ne voulais pas le faire. Je vais le faire rapidement. Monsieur le ministre de la Communication a parlé de moi en disant de ne pas incriminer, de ne pas violenter, de ne pas discriminer. Non, je n'ai pas fait tout ça, rien. Je n'ai rien fait de tout ça. Dans tous mes propos extérieurs à l'Assemblée nationale, je n'ai pas sous-estimé les qualités d'intervention de la Fondation. Je n'ai jamais dit ça. Le deuxième débat, puisque c'est du deuxième qu'il s'agit, est parti de la convention signée avec la cellule.
Je crois que le président de la République a parlé le 14 au soir et le 15, une convention a été signée. Nous avons dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Et le débat a continué avec les autres qualificatifs en droit. Oui, c'est un délit d'initié. Oui, il y a trafic d'influence. Oui, il y a conflit d'intérêts. Oui, oui, oui et oui. Mais ce n'est pas le lieu d'en débattre. Pourquoi est-ce que les ministres ont trouvé l'occasion là de venir ici aujourd'hui, on parle de coronavirus, pour défendre la fondation? Là n'est pas le débat. Quand un ministre dit que la fondation n'a pas eu reçu un sou de l'État, je dis faux. C'est complètement faux. Lorsque la fondation écrit à différents organes pour demander leur appui financier, dont des organes d'État, ce n'est pas de l'argent public. C'est de l'argent public. Ne venez pas nous dire aussi que la fondation n'a jamais reçu d'argent de l'argent public. L'argent public, ce n'est pas seulement l'argent qui sort du trésor public, des finances publiques. L'argent public, c'est telle organisation étatique. Et je ne veux pas citer, parce que ce n'est pas le lieu de le faire. Maintenant, si on m'oblige à le faire, je vais le faire. Mais je ne le ferai pas. Beaucoup d'organisations ont donné de l'argent frais. 50 millions, 100 millions à la fondation. Si on veut me contredire, qu'on veut me prouver le contraire, je prouverai moi aussi ce que je suis en train de dire. Donc il faut qu'on garde la raison quand on évoque des situations qui sont très sensibles. Monsieur le ministre de la Santé publique, la convention n'est pas rendue publique, c'est en ça qu'elle est opaque. Lorsque la fondation a sorti un communiqué, elle avait des extraits. Lorsque le président de la cellule a sorti un communiqué, il a rappelé des extraits de la convention. La convention en tant que telle tenait l'Assemblée nationale. Voilà la convention, c'est ce qu'on veut. Personne n'a cette convention en main. Mettez-la à la disposition de l'Assemblée nationale, remettez-la au président de l'Assemblée nationale et nous en prendrons connaissance. C'est tout. On ne vous demande pas de nous faire des citations de tel ou tel aspect de la convention. Non. Donc, ce que les députés disent, ce que moi en particulier je dis, puisque on m'a interpellé là-dessus, est toujours fondé. Je n'ai pas l'habitude de dire n'importe quoi, monsieur le ministre. Chaque fois que je parle, je prends toutes les précautions d'usage pour que ce que je dis là ne m'amène pas des problèmes. Et qu'on ne me prenne pas en faux. Parce qu'il s'agit aussi de mon honneur. Oui, les aides reçues par la fondation, les aides qui transitent par la fondation, vont-elles directement aux bénéficiaires? C'est possible, ça je n'en doute pas. Mais monsieur le ministre de la Santé, je vous prends au mot. Vous dites qu'aucune de vos prérogatives n'est prise par la fondation. Je vous prends au mot. Le jour viendra où je vais vous le démontrer. Je ne vais pas le faire ici. Est-ce que c'est la seule fondation, est-ce que c'est la seule association qui doit être comme ça défendue par le gouvernement? Il y en a beaucoup d'autres, de façon générale. Mais dans ce domaine-là, de façon spécifique, je ne veux pas citer les associations étrangères. Je cite une seule association nationale d'intérêt public aussi. C'est l'ADES. L'ADES qui a même une carrière internationale. Parce que l'ADES est sollicitée dans d'autres pays, avec des contrats internationaux. Et c'est une association de droit tchadien, reconnaît aussi le droit reconnaît aussi droit public. Droit d'utilité publique, je suppose. D'utilité publique, reconnu aussi, merci beaucoup, reconnu aussi d'utilité publique, mais qui existe depuis plusieurs années. Monsieur le Président, avec votre permission, je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ferai une déclaration à l'extérieur, spécifique, le moment venu, sur cette question, où je veux dire tout ce que je pense. J'espère que, au niveau de la communication, je ne serai pas censuré, monsieur le ministre de la Communication. J'espère que cette déclaration-là, au moins, elle va être diffusée, ou on va en parler, parce que moi, je suis censuré à la radio comme à la télévision nationale. Je voudrais qu'on le sache aussi ici.
c'est le lieu pour moi de me réjouir, Monsieur le Président. Quand le Président de la République reprend cette affaire en main, je suis content. Parce qu'avant tout, ceux qui parlent là, il ne faut pas venir faire le griot ici à l'Assemblée nationale. Avant tout le monde, il y a exactement 10 jours, j'ai fait une déclaration dans laquelle, dans mes appels en numéro 1, si vous voulez, je peux vous le lire, j'ai demandé au Président de la République de s'impliquer directement dans cette affaire de coronavirus s'il ne veut pas que le peuple qu'il dirige disparaisse et qu'il n'ait plus de peuple à diriger. C'est un appel. Cet appel a été entendu. Je suis content ce matin que le Président de la République reprenne cette situation en main, parce qu'on était en train de couler si on n'a pas coulé. Et je lui souhaite beaucoup de courage au Président Déby. Et il en a. Je lui souhaite beaucoup de courage parce que la situation dans laquelle le corona nous a entraînés, nous avons atteint le fond. Il faut que de façon très vigoureuse, la situation soit reprise en main pour qu'on sorte du guêpier dans lequel on est tombé. Est-ce que c'est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Je lui souhaite de la réussite. J'ai fait une déclaration déjà là-dessus. Je lui souhaite de réussir parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Maintenant, pour le reste, Monsieur le Président, on ne va pas venir à l'Assemblée interpeller les ministres et qu'on se contente seulement de notre discours comme ça et on se sépare. Il faut bien qu'un suivi soit assuré. Nous ne sommes pas dans une situation où on va sortir une résolution. Non. Je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels nous convergeons et qu'il faut que, en particulier, le ministre de la Santé publique les prenne en compte. Mais je vais faire un peu de polémique, Monsieur le ministre. Vous avez défié quiconque pourra vous dire que les équipements personnels ne sont pas arrivés dans tout le pays. Oui, je relève le défi. Pendant que vous avez parlé là, j'ai enquêté. Seul Abéché a reçu. Je vais vous dire, Koumra n'a pas reçu, Bongor n'a pas reçu, Mongo n'a pas reçu, Doba n'a pas reçu, Sar n'a pas reçu, Moussoro n'a pas reçu. J'ai arrêté là l'enquête. Je dis ça suffit. Vous pouvez continuer. Votre parole contre la mienne. Maintenant, nous parlons tous, les gens écoutent. Les villes que j'ai citées là, si elles ont reçu les équipements personnels pour la protection du personnel de santé, elles n'ont qu'à appeler pour contredire ce que j'ai dit. Ce sont les responsables de ces hôpitaux qu'on a eus. Donc, Monsieur le ministre, le défi, je l'ai relevé. Je vous dis, voilà les villes, les hôpitaux qui n'ont pas reçu. Si je devais continuer, je serais peut-être arrivé à 20 hôpitaux régionaux, peut-être à 50 hôpitaux de district qui n'ont pas reçu. Vous ne pouvez pas venir dire gardement ici que tous ces équipements sont arrivés alors qu'ils ne sont pas arrivés. Alors pour le reste, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, une nouvelle cellule est mise en place, donc je ne sais pas, c'est en termes d'appel que je vais parler. Il faut des équipements et des médicaments immédiatement. On n'a pas de temps à perdre. On ne va pas attendre 1 mois, 2 mois. Immédiatement, il faut qu'on ait ça. Et le Tchad a une capacité de mobilisation diplomatique pour qu'en 8 jours, on ait tout ça. C'est possible. Pour ce qui concerne les médicaments de Madagascar, évidemment, là aussi, bien. Mais un de mes collègues a dit ici qu'il y en a qui étaient dans les V8, qui se promènent avec les bouteilles pour montrer. C'est pas de la poudre. C'est pas vrai. Il y a des bouteilles qui sont arrivées. Et là aussi, c'est pas la peine de polémiquer là-dessus. Tout ce qu'on souhaite, c'est que si ce sont des médicaments, ces médicaments-là qui soient mis à la disposition des malades et que les malades soient soignés, c'est tout ce qu'on demande. La fermeture des lieux publics comme les marchés, les bars, les restaurants et autres, et même les édifices religieux, je suis pour que cette décision soit maintenue jusqu'à nouvel ordre. Mais là où le bas blesse, c'est que dans certaines concessions ici à N'Djamena, comme en province, on fait les ventes à l'intérieur de la concession. On le sait. Tous les buveurs invétérés savent que dans tel ancien ex-bar qui n'est plus, on entre par une porte, on va s'asseoir, on boit tranquillement. Les services de sécurité le savent. Nous savons dans certains quartiers de N'Djamena qui s'y adonnent. Je parle des débits de poissons traditionnels, les buveurs de bilbil.
les buveurs de Argué. On les laisse faire ça dans les concessions tranquillement. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et les services de sécurité le savent très bien. On n'a pas dit qu'il faut se transporter de l'extérieur pour l'intérieur. C'est une interdiction de fonctionnaire. Donc tous ces débits de boissons doivent être hermétiquement fermés. Il y va de la santé de nos populations. Avec une très bonne sensibilisation, il faut continuer la sensibilisation. Il ne faut pas qu'elle piétine. La sensibilisation, monsieur le ministre de la Communication, on dirait que parfois elle piétine, elle patauge. Il ne faut pas répéter tout le temps, tous les jours la même chose. Au bout d'un certain temps, on s'en lasse. Vous êtes un expert en la matière, vous le savez très bien. Donc il faut, je pense, innover dans la communication régulièrement pour que l'information passe et que les populations soient de plus en plus sensibilisées, parce qu'aujourd'hui encore, malgré tous les cas de décès que nous avons enregistrés, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne croient pas au coronavirus. Et c'est grave. Donc c'est pour ça que la communication, elle doit être poursuivie. Et je l'ai dit l'autre jour ici, monsieur le ministre de la Communication, je l'ai dit encore aujourd'hui, les médias privés ne sont pas pris en compte. Ils font un travail remarquable. Les télévisions, les radios privées, la presse privée font un travail remarquable. Et vous le savez très bien qu'ils menacent d'entrer en grève. Ils ne veulent plus communiquer sur le coronavirus parce qu'ils n'ont pas de soutien. Les mesures d'accompagnement dont on parle dans tous les domaines, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Il faut soutenir les médias, les télévisions, les radios, leur donner quand même un peu de subsistance pour que ces stations-là et autres puissent continuer à faire une bonne campagne. Le ministre de la Défense, j'ai entendu dire qu'il est parti, il est là. Le coronavirus a des effets pervers, monsieur le Président. Je dis quelque chose de tragique en riant. Il y a eu un enlèvement à Lamé, dans le département de Pala, dans la nuit de dimanche à lundi. On a enlevé 4 personnes adultes. On les a amenées au Cameroun, puisque c'est une ville frontalière. Les ravisseurs demandent une rançon de 20 millions. Nous ne sommes pas au premier cas. C'est pas ce que je veux dire. Le rapport avec le coronavirus, c'est que les forces d'intervention n'ont pas bougé. En dehors des 2, 3, 4 ou 5 qui sont dans les villages avoisinants, ceux de Pala ne sont pas venus parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la capitale provinciale. Voilà une interprétation erronée de ce qu'on demande aux forces de l'ordre de faire. Donc vous avez aujourd'hui 4 de vos compatriotes depuis 5-6 jours qui sont comme ça arrêtés, emportés, pris en otage et pour lesquels il faut absolument faire quelque chose. Donc voilà pour l'essentiel, monsieur le ministre de la Santé publique, messieurs les ministres et monsieur le président de l'Assemblée nationale. C'est ce que je voulais faire et je voudrais conclure. Je voudrais conclure pour dire que maintenant que le président de la République s'est impliqué directement, nuance avec ce que j'ai entendu jusqu'ici, il s'est impliqué directement, il prend les commandes en main, il est président du comité de crise, de gestion de crise sanitaire. Je ne vais pas l'applaudir 2 fois, je l'ai déjà dit. Je voudrais que, au contraire de ce qui s'est passé jusqu'ici depuis quelques mois, que nous vivons des crises, il faut que l'opportunité d'en faire une affaire nationale, d'impliquer tout le monde, il faut que cette opportunité soit prise par le président. Il ne faut pas, dans des situations de ce genre, qu'on voit opposition, religion, région et autres. Non. La maladie frappe tout le monde. Je n'ai pas besoin de vous citer tous les cas qu'on a connus de décès ou actuellement de malades, souvent célèbres, qui sont là, qui se débattent contre la mort. C'est l'occasion de faire un sursaut national pour que tous les Tchadiens, comme on l'a vu dans d'autres pays, il faut que tous les Tchadiens soient impliqués dans cette lutte, quelle que soit leur coloration politique. Parce qu'il s'agit d'une question nationale, c'est une guerre qui nous est imposée, et ce n'est pas l'armée de la majorité ou l'armée de l'opposition
ou l'armée des musulmans ou l'armée des chrétiens qui va vaincre ce danger. C'est l'union de tous les Tchadiens. C'est pour ça que j'en appelle à l'unité nationale. Et l'unité nationale ne peut pas se commander, elle ne peut pas se télécommander. Elle ne peut que venir d'une déclaration nette, claire du président, pour appeler tous les Tchadiens à être autour de lui, parce que c'est tous ensemble et seulement ensemble que cette crise va être vaincue. C'est ça l'appel que je voulais lancer. Je souhaite vivement que le Rassemblement national, que je souhaite vraiment de tous mes voeux, soit aujourd'hui réalisé. Parce que, avec une vision sectaire ou sectariste, nous ne ferons pas un pas de plus. C'est le pays qui est en danger et nous risquons tous de perdre ensemble et ce n'est pas ce que je souhaite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien. Je voudrais passer la parole au premier vice-président pour une brève introduction avant peut-être une clôture. Oui. Merci, Président. Non, je ne voudrais pas qu'on se sépare avec... Je fais toujours état de mes propres pressentiments. J'ai dit, lorsqu'on a une mauvaise perception d'un problème, mais la solution qu'on cherche reste toujours à côté. Nous avons parlé jusque-là que le virus se transmet d'homme à homme et qu'il fallait trouver une solution au mouvement des hommes. C'est pour ça que j'ai dit, si pour moi le couvre-feu est porteur de quelques petites solutions, dans la journée et par rapport au mouvement qui s'observe, je ne vois pas où se trouve la solution. C'est pour ça que j'ai dit que il me paraît aberrant que des boutiques soient fermées et que les masses circulent là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les chantiers ne se sont jamais arrêtés. Je reviens à la quincaillerie. Toutes les quincailleries sont fermées, non? Mais le ciment se vend, non? Les gens construisent, non? Les gens ont fait de stock, non? Non, non, non. La porte est entrebâillée, vous passez, vous grattez la tête, il voit tout de suite que vous êtes preneur de quelque chose, etc. Donc, est-ce qu'en tant que gouvernement, on ne voit pas ça? C'est pour ça que j'ai dit, si le confinement complet, comme rendre désert toutes les villes comme on l'a vu dans les autres pays, si ce confinement est difficile, parce que nous sommes tous, j'ai dit, nous mangeons tous au marché au quotidien. Si ce confinement est difficile, mais c'est là où on distribue les denrées qu'il faut aller réglementer les mouvements. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donc, mais si on devait mourir au quotidien plus nombreux que ça, mais la solution ultime, qu'on la regarde en face, ça va être le confinement total. Je voudrais que le gouvernement ait ça comme plan C ou F, etc. Mais que la population elle-même prenne conscience que cette façon de faire là n'est pas à son salut. La deuxième chose, Président, c'est l'enseignement. Je veux bien, Monsieur le ministre de la Communication, mais on surfe sur un problème. L'acte d'enseignement, la transmission des connaissances se fait d'un enseignant à un enseigné. Bien sûr, aujourd'hui, avec l'Internet, d'ailleurs, les enseignants ont peur de leur profession puisque Internet va les remplacer. Internet multiplie les possibilités. Internet peut faire la place de 1 million d'enseignants en un temps record, etc. Et face à une tablette ou à un ordinateur. Mais
sommes-nous là, même s'il y a une antenne provinciale de télé à Mongo, à la ronde là, dans les montagnes, dans les vallées, dans les machins là, la télé. Ensuite, vous n'avez pas les pylônes sur l'ensemble là, du Guéra là. C'est pour ça que j'ai dit, à qui s'adresse-t-on? À ceux qui ont accès à Internet, à ceux qui ont une télé, à ceux qui ont une radio. Ensuite, sur le plan pratique, sur le plan pédagogique. Mais un programme, c'est l'exécution de plusieurs matières avec un volume quotidien, mensuel et annuel. Il y a deux ans, là, ou 3, on a eu un bac où on a fait 6 mois de programme. On a dit, bon, allez, on ferme les yeux, on a fait passer. Au 19 mars, là, le ministre de l'Éducation nationale peut-il savoir à quel niveau du programme? 30% du programme, 40% ou 50% du programme des terminales exécutés? Et est-ce que les lycées ont eu le même rythme? Est-ce que les lycées ont eu les mêmes professeurs de mathématiques, de philosophie, de français, d'arabe, de biologie, de sciences physiques? Ensuite, c'est chaque professeur qui connaît ses élèves. Alors, on ne serait plus modeste en disant on va périodiquement envoyer quelques leçons de philo, le mercredi peut-être, soyez là ceux qui peuvent. Ça peut vous aider dans l'aventure personnelle de préparation du baccalauréat. Je suppose que ce sont les parents qui enseignent toutes ces matières-là pendant que l'école est en arrêt. Mais on ne peut pas donner des statistiques. Sur quelle échelle? Mais parle-t-on des mêmes, comment on appelle? Quelle variable? Qu'est-ce qu'on cherche? Moi j'ai vu, je me suis amusé à voir 2 ou 3 cours de philo, 1 ou 2 cours de physique, chimie. Mais ma fille, qui est en 5e, elle a dit, mais papa, ça c'est pour le terminal. J'ai dit oui. Attends, ma fille, le jour où il y aura le programme de 5e, tu prêtes l'oreille, peut-être qu'ils vont programmer un cours de 5e. Hein? Mais ce cours de 5e là, portera-t-il sur le français, sur la biologie, sur l'anglais, sur les mathématiques? Donc, téléenseignement pour un État qui veut faire cela, en supplétif des enseignants, doit mobiliser toutes les antennes pour faire les 8 heures journaliers, parce que vous avez des cours qui ont 4 heures, des cours 3 heures, etc. Et puis faire la somme de tout ça. Donc, avoir une vision tronquée de l'acte pédagogique là me paraît vraiment quelque chose d'assez aberrant. Assez aberrant. Parce qu'il n'y a qu'à mobiliser Téléchat chaque samedi pour qu'on écoule le programme de philosophie qui reste pour les classes terminales. Vous ne ferez que ça. Vous ne ferez que ça pour les mathématiques. Vous ne ferez que ça pour l'histoire géo. Donc, autant de choses comme ça qu'il faut voir et dire sereinement qu'on fait quelque chose qui participe de l'occupation des élèves et dans l'accompagnement au travail personnel des familles. Mais on ne peut pas dire que c'est ça qui permettra d'ouvrir l'accès à l'ouverture des examens. Ce n'est pas possible. Très bien. Monsieur le Président du groupe parlementaire MPS, c'est le dernier intervenant. C'est moi qui dirige et c'est moi qui sais quand est-ce qu'on arrête.
Merci, Monsieur le Président. Comme les autres ont fait, je voudrais d'abord remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis en place ce nouveau comité, le comité de veille à son temps. Il a fait son temps. Maintenant, on est dans une période de crise. Il a mis en place un comité de crise. Nous les félicitons, nous les remercions. Et il a tout notre soutien pour mettre en place un nouveau mécanisme plus dynamique pour faire face à cette pandémie. Monsieur le Président, après la mise en place de ce comité, remercie également tous les membres du gouvernement. Vous savez que vous êtes devant l'Assemblée nationale, les députés sont exigeants. Parfois, nous avons des langages qui vous blessent. Je vous appelle à la patience, à l'endurance. C'est ça l'Assemblée. Donc, vous avez notre soutien. Vous continuez à faire votre mission. Monsieur le ministre, surtout ministre de la Santé, j'ai une préoccupation qui n'est pas définitivement réglée, celle de comment arrêter la caravane qui suit les dépuis mortels, l'organisation de Azuma, les buvettes cachées, comme l'un de mes prédécesseurs a souligné. Certains marchés, vous avez dit qu'il n'y a pas d'attroupement, mais au niveau de certains marchés, ce que nous constatons, c'est plus que d'attroupement. C'est une confusion, donc nous voudrons et nous vous soutenons dans votre marche pour que cet attroupement, ces caravanes qui suivent les dépuis mortels et autres, de concert bien sûr avec votre collègue de la sécurité et de la défense. C'est vrai que parfois quand vous intervenez pour mettre de l'ordre, à ces conséquences, nous sommes exigeants. Pourquoi nos électeurs, nos concitoyens sont tabassés, ont été humiliés, mais faisons en telle sorte que les citoyens ne soient pas frustrés et en même temps prendre de bonnes mesures et des mesures d'accompagnement pour que, tant que ce que je viens de préciter ne s'arrête pas, la contamination va continuer. Et nous ne pouvons plus maîtriser. Donc, il faut mettre accent particulièrement sur Azuma et surtout sur la caravane qui suit surtout les dépuis mortels. Nous demandons, comme il y a un nouveau comité de crise, vous êtes tous ici, le représentant du gouvernement en relation avec l'Assemblée est là. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous êtes la voix la mieux autorisée. Nous vous demandons de transmettre nos remerciements, nos félicitations au chef de l'État, mais nous, on demande également qu'il y ait au niveau des provinces, le chef de l'État, il est président du comité de crise, ses représentants sont des gouverneurs et des responsables de services déconcentrés. Nous voudrions qu'il y ait très rapidement la mise en place également de comités provinciaux de crise qui seront pilotés par le gouverneur, qui vont prendre en compte toutes les sensibilités pour faire face dans les provinces contre la Covid-19.
Comme les autres ont relevé, Monsieur le Président, ce que nous demandons aujourd'hui à tous les Tchadiens, à tous les niveaux, l'union sacrée de tous les Tchadiens. L'union sacrée de tous les Tchadiens autour du président de la République, en soutenant le gouvernement, en respectant les gestes les barrières. Les gestes barrières, nous pouvons éviter la contamination massive de cette pandémie. Nous souhaitons avec ce nouveau comité qu'il y aura très rapidement, comme vous venez de nous montrer, la courbe soit encore carrément bas pour que nous allons vivre et nous allons recommencer nos vies habituelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe parlementaire MPS. Je voudrais donc demander au ministre de la Santé s'il a quelque chose à ajouter, et ensuite au ministre de la Communication pour essayer d'apporter quelques éléments de clarification. Et en dernier, sûrement à Madame la ministre Gégé pour finir. Si, pour les cas asymptomatiques, nous les mettons à l'hôtel. La question donnée par le député du CAO. Donc, pour nous, quelqu'un qui n'est pas malade, qui ne représente pas de signes, mais s'il est confiné, s'il est un contact de contact, donc ce monsieur ne reste pas avec les malades. Si chez lui, il a des possibilités d'avoir une chambre à part, n'est pas tout à fait mélangé avec les enfants, on peut le laisser rester à la maison, mais l'équipe de surveillance peut aller chaque matin le consulter, voir jusqu'à ce que les signes apparaissent, et puis on peut prélever et voir le résultat. Mais la tendance actuelle, si même quelqu'un qui peut prélever positif et les conditions sont réunies chez lui, à sa demande, on peut lui créer les conditions et les garder à la maison et le traiter avec les médicaments que notre protocole le permet. Ça aussi, nous sommes en train de le faire. Pour mon frère, le député Salé, moi, j'ai posé le problème en disant d'abord c'est SAR. Pourquoi SAR? Parce que j'ai discuté avec une télé. Et le hasard que je l'ai ici avec moi, voici. Pourquoi? Parce que notre ami qui a une télé, qui a la radio est basée au Canada, il m'a posé le problème. Moi, je lui ai dit non, pour le moyen Chari, j'ai envoyé. Voici, je vais vous envoyer ça le lendemain. Et c'est comme ça que je suis venu dans le stock de documents et je filmais. Et le hasard a voulu que voici le moyen Chari. Nous avons bien envoyé au moyen Chari. J'ai la preuve ici. Les épis, les masques. Non, les épis, j'ai dit les épis, les masques. Voici les épis, monsieur l'honorable député. Mais laissez le ministre répondre. Oui, j'ai envoyé, nous avons envoyé le lavage de mains, les chirurgies, les combinaisons de protection individuelle, les bottes, les écrans faciaux, l'eau de javel, l'hydroalcoolique à Assar. Et même à Mundou, je l'ai ici avec moi. Voici ça, c'est pour ça. Le hasard a voulu que ça soit ici. En tout cas, je ne cherche pas à gagner sur mon grand frère, que je respecte beaucoup, mais je voudrais juste dire que nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons envoyé. Et puis, il y a un adage arabe qui dit « Al-Kamal Lillah ». On va se compléter. Et on va faire, et j'ai dit aux hommes, à nos amis du syndicat, maintenant, chaque fois quand on fait des donations, qu'ils participent avec nous. Et sur ce point-là, nous nous sommes entendus et nous allons travailler. On a besoin de vos réflexions. Vous êtes beaucoup expérimentés et nous voulons aussi aller ensemble. Nous voulons vraiment aller ensemble. Nous avons
vraiment besoin de beaucoup discuter entre nous. Que le message passe. Vraiment, monsieur le député Saleh, je vous invite au ministère la semaine prochaine. Avec votre temps, je voudrais vraiment qu'on en discute. Je vous remercie bien et je profite, monsieur le président de l'Assemblée, remercier tous les honorables. Je prends en compte toutes les suggestions et je prends en compte tout ce que vous nous proposez et nous sommes en train de travailler pour vraiment barrer la marche de ces virus. Accompagner les cadavres, faire l'ordre au marché. Nous allons nous entretenir avec mon collègue le ministre de la Défense et nous allons relever. Et nous avons toujours travaillé ensemble, le ministre de la Défense, le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la Communication, le ministre de l'Aviation civile. On a toujours travaillé ensemble. Mais maintenant, sous l'égide de son Excellence le Président de la République, je pense que le comité de crise sera très renforcé et nous avons été toujours informés par notre sœur, le secrétaire général du gouvernement et le ministre des Finances. On va renforcer l'équipe pour que même avec l'Assemblée nationale, on va partager les informations. Les bonnes informations, on va les partager et nous sommes à votre disposition tant qu'on peut échanger les WhatsApp et on peut échanger à tout moment des informations. Si vous avez quelque chose, une information qui n'est pas confirmée, vous pouvez nous en demander et nous, on va vous répondre le plus rapidement possible. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi de me retirer en vous disant merci, merci pour tous et merci chers frères et sœurs. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Santé publique, le ministre de la Communication. Merci, monsieur le président de l'Assemblée, de m'accorder encore la parole pour une seconde fois. Je voudrais rassurer mon aîné professionnel que je ne veux pas rentrer dans les polémiques, je ne veux pas en rajouter, mais je voudrais juste lui faire savoir que la question de la fondation ne s'est pas invitée d'elle-même, mais la question de la fondation a été soulevée par le président du groupe parlementaire MPS et il a interpellé le gouvernement. C'est pour cette raison qu'on a intervenu. Sinon, on aura d'autres tribunes pour échanger avec vous sur ces questions. Et je suis bien placé pour vous donner d'amples informations et je sais de quoi je parle. Je voudrais aussi en même temps rassurer mon aîné professionnel, le président Saleh Kebzabo, pour lui dire que la radio Tchad et la télévision, les organes publics n'ont jamais censuré. Et dans ce cas, je voudrais vous inviter quelque part ailleurs, pas ici à l'Assemblée, pour discuter de la définition même de la censure. Sinon, à notre place, vous aurez réagi peut-être de cette manière, de la même manière pour certaines manifestations, pour certains meetings et pour certains communiqués de presse. Nous sommes un service public au service de toute la population où nous n'admettrons pas aussi que dans des meetings ou des manifestations ou bien des communiqués, certaines insanités soient passées et qu'on laisse passer parce que nous sommes là pour éduquer, informer et sensibiliser notre population. Nous sommes là pour contribuer, pour accompagner et les chefs des partis politiques et les services, le pouvoir public. Donc à ce niveau, il faut qu'on soit clair. Vous avez soulevé la préoccupation des radios privées qui vont aller en grève. Excusez-moi, vous êtes un aîné. La grève, c'est quoi? La grève met en présence deux acteurs, un employeur et un employé, sur la base des termes contractuels, que ce soit dans une entreprise, que ce soit de manière privée. Entre deux personnes, il faut qu'il y ait un contrat pour qu'il y ait grève. Si l'une des parties n'arrive pas à assumer sa responsabilité, en ce moment, on va en grève. Mes confrères n'ont jamais dit qu'ils vont aller en grève. Ils ont juste décrié une certaine situation, comme quoi ils sont en train d'accompagner
le coronavirus. Ils sont en train d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la sensibilisation et de l'information. Nous avons dit, vous et moi, la dernière fois, que nous reconnaissons les efforts des radios privées, des télévisions et des journaux privés. Mais en ce moment, nous sommes dans une situation d'union sacrée. Nous avons vu des entreprises citoyennes qui ont mis la main à la poche, qui ont donné, malgré la situation difficile, ont donné quelque chose. Et donc j'ai dit que je reconnais les efforts qui sont faits par les radios, les télévisions et les journaux privés. S'il y a possibilité de les accompagner financièrement, on va le faire. Sinon, nous sommes à une phase de sacrifice où personne ne peut attendre plus qu'il en faut. Et j'avais rappelé la dernière fois que le président de la République n'a pas attendu le coronavirus pour accompagner la presse privée. Il l'a fait plusieurs fois, pas plus tard que l'année dernière. 150 millions ont été donnés sous forme d'aide exceptionnelle et d'aide spéciale à la presse privée. On n'a pas attendu le coronavirus. Quand on organisait la Journée mondiale de la liberté de la presse, il a donné 50 millions pour cette organisation. Il pouvait ne pas le faire puisque l'argent qui est budgétisé pour l'aide à la presse est de 30 millions. Et ça a été consacré par le budget. En sus de ça, il a mis la main à la poche et il a utilisé son fonds spécial pour donner de l'argent à la presse. Donc à ce niveau, il faut qu'on s'entende bien et on se comprenne bien. Ça c'est le dernier. Mais je suis d'accord avec le président Saleh Kebzabo quand il nous dit qu'il faut innover dans la sensibilisation. C'est vrai que nous avons commencé dans une première phase préventive. Maintenant, comme je l'avais rappelé, la pandémie est en train de gagner le champ communautaire. Il faut des approches, il faut des stratégies. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, nous attendons aussi votre contribution en tant que député, si vous pouvez nous aider, parce que nous avons dit que notre travail est dynamique. Donc, il s'adapte en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc, à ce niveau, je crois qu'on attend aussi votre contribution, pas en tant que député, mais en tant que professionnel. Maintenant, il y a une préoccupation qui a été soulevée par deux députés, les députés Bagao et Tomal, s'agissant des masques. C'est vrai qu'il a été publié un arrêté rendant obligatoire le port des masques. Mais tout de suite, on a été interpellé par le président de la République, je vous parle en tant que ancien membre de la cellule de veille, pour nous demander, est-ce que vous avez tenu compte des autres provinces en dehors de N'Djamena? On lui a répondu qu'on n'a pas tenu, on a rendu obligatoire pour tous les pays. Il dit non. Comme le marché n'a pas encore été inondé par les masques, rendre obligatoire les masques au niveau de N'Djamena, mais fortement conseillé dans les provinces. Il nous a demandé de donner cette information-là à toutes les forces de défense et de sécurité pour qu'il n'y ait pas de brutalité au niveau des provinces. Et donc l'arrêté a été rendu flexible. Et cela ne veut pas dire que toutes les provinces ne vont pas porter des masques, fortement conseillés, mais il arrivera un moment, quand les marchés seront inondés par les masques, toutes les provinces seront mises dans la même situation, dans le même statut que N'Djamena. Donc ça c'est l'élément que je vais apporter. Le député a parlé de notre travail commun de collaboration avec l'éducation et l'enseignement supérieur. C'est le député Djimé Bagaou. Il a peut-être mis en cause les 55% que j'avais affirmé, mais il a parlé également des transistors, qu'il y a des gens qui sont dans l'arrière-pays mais qui n'ont pas de transistors. S'il vous plaît, messieurs les députés, vous demandez le suffrage des élus, des électeurs. Si vous estimez qu'il y a une mesure qui est prise par le gouvernement et qu'il s'agit seulement de transistors pour permettre à vos électeurs futurs ou potentiels de suivre les cours à distance, je crois que les transistors sur le marché maintenant ne coûtent pas plus de 1000 francs. Ou 2000 francs. Quel est le député qui avait pris la mesure de cette prescription du gouvernement pour prendre au moins un lot de 100 ou de 50 pour remettre à ses électeurs? C'est la question qu'on se pose. Ne mettez pas tout sur le dos du gouvernement. Vous avez aussi votre responsabilité. Ceux vers qui vous partez pour demander des suffrages, vous devez aussi les accompagner quand ils ont des difficultés. On a parlé des risques
des risques d'année blanche. Et je vous dis que j'ai participé à beaucoup de réunions relatifs à ce sujet-là pendant le coronavirus, et les deux ministres nous ont fait déclarer qu'ils ont déjà atteint 75%. Ça, c'est pour répondre à la préoccupation du député Moussa Kadam. On nous a fait savoir que les 2 trimestres sont déjà validés et que le taux est déjà de 75%. Il suffit seulement de combler les 25% pour valider l'année. Et c'est comme ça que nous avons engagé notre accompagnement, pas didactique, parce que le didactique ne nous concerne pas. Le contenu du message ne nous concerne pas. Mais nous avons ouvert nos antennes à ces ministres-là. Aujourd'hui, Dieu merci, même si tout le monde n'est pas atteint, on a un grand nombre qui est en train de suivre le programme à distance ou bien les cours à la maison, grâce à la télévision, à la radio et grâce aux applications qu'on a développées. Merci, Monsieur le Président. Je crois savoir répondre. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que les éléments de réponse apportés par les membres du gouvernement aux préoccupations des députés sont assez nombreux, ce qui nous permet de revenir vers la Commission et en même temps de lui demander de nous faire la lecture de la proposition de résolution. Monsieur le rapporteur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre patience. Maintenant, je vais lire la proposition. Proposition de résolution numéro /AN/2020 relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Vu la Constitution, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu le décret numéro 068/PR/2020 du 25 avril 2020 portant institution de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad, vu la lettre de transmission de l'exposé des motifs numéro 376/PR/EGG/2020 du 13 mai 2020 de Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale relative à la pandémie du coronavirus qui prévaut dans le pays. Vu l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour contrecarrer la propagation du coronavirus, notamment l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Vu la résolution numéro 001/AN/2020 du 8 avril 2020 autorisant les présidents des groupes parlementaires à voter les lois et contrôler l'action gouvernementale pendant la période de la pandémie due au Covid-19. Vu la décision numéro 051/AN/2020 du 9 avril 2020 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale pendant la période de pandémie due au Covid-19. L'Assemblée nationale, réunie en sa séance plénière du 15 mai 2020, a délibéré et adopté la résolution dont la teneur suit. Considérant les mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie due au coronavirus Covid-19 et son éradication totale, considérant que la propagation de la pandémie demeure très inquiétante, considérant que les mesures déjà prises doivent être maintenues, aménagées et renforcées, 1. Prend acte de la décision du gouvernement instituant l'état d'urgence sanitaire par décret numéro 068/PR/2020 du 25 avril 2020 en République du Tchad. 2. Autorise la prorogation de cet état d'urgence sanitaire pour une période de 2 mois pour compter du 16 mai 2020.
20 demande au gouvernement de renforcer l'appui des cellules provinciales, des moyens conséquents de lutte contre la pandémie. Demande au gouvernement de prendre des dispositions pratiques à l'effet d'équiper le personnel soignant des matériels de protection pour les prélèvements des personnes suspectées d'être atteintes. Recommande au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale un rapport à mi-parcours des mesures prises pendant la première période de l'état d'urgence. Informe le gouvernement que l'Assemblée nationale peut requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Fait en N'Djamena, l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du groupe parlementaire UNDR. Merci, Monsieur le Président. Avec votre autorisation, je vais juste compléter le débat de tout à l'heure par rapport à l'extension de la mesure en dehors de N'Djamena. Moi, je voulais suggérer qu'on prenne une distance, par exemple 20 km ou 25 km. Il y a 3 sorties principales et puis c'est tout. Ça permet de mieux contrôler à l'aise sans gêner la circulation en ville. Cela étant, Monsieur le Président, par rapport à la résolution, elle emporte effectivement mon adhésion. Mais je voudrais juste proposer à la Commission un petit aménagement de l'ancien 3 devenu 5. Moi, j'aurais formulé de la façon suivante. Demande au lieu de recommande. Demande au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale un rapport hebdomadaire sur l'état de la pandémie ainsi que l'exécution des mesures prises à l'effet d'endiguer la Covid-19 au Tchad. Voilà ma contribution, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous voulez bien répéter pour que nous puissions avoir une meilleure audition. Demande au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale un rapport hebdomadaire. Vous enlevez tout le reste là, que vous remplacez par sur l'état de la pandémie ainsi que l'exécution des mesures prises à l'effet de l'endiguer ou d'endiguer la Covid-19. Bien. Mesures prises à l'effet d'endiguer l'exécution. Moi, je pense que le rapport lui-même va nous permettre de voir tous les aspects, c'est-à-dire toutes les mesures prises. C'est ce que je comprends. Et donc, à mon avis, si on demande au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale un rapport hebdomadaire sur la pandémie, je pense que ça s'arrête là. Ça devrait nous permettre d'avoir régulièrement qu'est-ce qu'ils ont fait, sinon, je crois que ça vient compliquer un peu dire la mesure. Un rapport hebdomadaire, si on est d'accord, d'accord. Mais sinon, encore des mesures, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de problème. Oui. Merci, Président. J'avais juste une petite réserve quant au rapport hebdomadaire. Étant une situation exceptionnelle d'urgence où les hommes sont à l'action sur le terrain, etc., est-ce que le gouvernement peut chaque semaine être ici? Il faut définir comment nous est adressé ce rapport hebdomadaire sans forcément que ça prenne sous cette forme d'aujourd'hui. Voilà. Parce que chaque semaine, je pense... Ça aurait été mieux, évidemment,
chaque décade que le ministre vienne ici faire le point sur la situation. Hebdomadairement, ça peut, bon, on peut le faire si on est disposé nous aussi, mais j'aurais souhaité que tous les 10 jours, que le ministre de la Santé, avec certains de ses collègues, vienne nous faire la situation de ce qui se passe sur la pandémie. Ça nous permettrait d'être informés au même titre que tout le monde. Parce que chaque semaine, nous aussi, ça va nous peser un tout petit peu. D'autant plus que nous avons également d'autres sujets à discuter pendant cette semaine. Nous-mêmes, on s'est donné, en tout cas, on a pris des engagements comme quoi il faut tout faire pour avoir une seule séance par semaine. Mais si on fait ça, ça veut dire que le ministre sera obligé de venir chaque semaine, on aura 2 ou 3 séances par semaine. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. J'aurais souhaité que ça soit une fois tous les 10 jours. Oui, Monsieur le Président Clément Bagaou. Oui, sinon s'il s'agit d'un rapport écrit déposé au président de l'Assemblée, donc ça nous permettra d'être... Non, c'est pas un rapport écrit. Nous, on veut qu'il fasse un rapport qui vienne nous le dire ici et on va lui poser des questions. Ah, d'accord. Si c'est un rapport écrit, moi j'ai lu et puis je garde à mon niveau. Il faudrait que tous les 10 jours, il vienne nous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oui, Monsieur le Président du groupe parlementaire MPS. Monsieur le Président, moi je trouve que le délai de 10 jours, Monsieur le Président, est trop court. Le gouvernement est engagé à combattre une pandémie, une guerre sans merci. Et puis, si on peut donner 2 fois par mois, chaque quinzaine, le gouvernement, dans son intégrité, ou le ministre de la Santé, avec ses collaborateurs, peut venir nous expliquer, c'est encore bien. Chaque 10 jours, on amène le ministre, il est trop chargé. Il peut bien parler, mais je trouve que 15 jours, c'est vraiment raisonnable. Monsieur le Président, j'ai un autre point également, point 2. 1.2 autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 2 mois pour compter du 16 mai. Non, Monsieur le Président, gouverner, c'est prévoir. Bientôt, après les 2 mois, on risquerait même d'aller on va certainement aller en vacances. On sera absent jusqu'à 5 septembre. Est-ce qu'au lieu de 2 mois, nous ne souhaitons pas que la pandémie dure 2 mois? Mais moi, je souhaite qu'au lieu de 2 mois, ça serait 3 mois. Et puis, si dans 10 jours, 1 mois, 2 mois, la pandémie sera éradiquée, le gouvernement peut lever la mesure avec un décret. Au lieu de nous ramener pendant nos 2 mois de vacances et dépenser beaucoup d'argent, je crois que cette situation intermédiaire me semble importante. Écoutez, c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que la pandémie là sera maîtrisée déjà d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois? Et curieusement, d'ici le 2 juillet, le 3 juillet, on sera en vacances. Et si on est en vacances et que la prorogation, la résolution, la prorogation en tout cas arrive à son terme, est-ce que vous serez obligé de nous reconvoquer pour nous et on verra. Oui, Monsieur le Président du groupe parlementaire UNDR. Monsieur le Président, je voulais moi juste dire que
je rallie plutôt votre position de rendez-vous par décade avec le gouvernement. C'est une question d'intérêt national hautement sensible. Et c'est aussi une opportunité pour le gouvernement d'échanger avec les élus du peuple et d'informer aussi la population. Donc c'est pour ça que moi je pensais qu'un terme de 10 jours serait raisonnable. Personne ne souhaite que la pandémie dure indéfiniment. Mais il y a quand même un minimum dont on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Tous les calculs qu'on a vus dans d'autres pays et tout nous montrent qu'on a encore à gérer ça pour quelques mois. Maintenant, si on devait, après les 2 mois, revenir encore, je crois qu'il y a 2 possibilités. Il y a l'habilitation qui va permettre au gouvernement de prendre une ordonnance, ou si on veut vraiment être encore plus présent... sur ce point précisément, il n'y a pas d'ordonnance. Ok. Donc il y a je dis la deuxième possibilité, c'est ce format. Il ne s'agit pas de mobiliser les 160 députés. Non, ça serait toujours sous ce format si la pandémie continue. C'est ça. Mais ça veut dire que on va faire venir l'ensemble des députés avec tous les frais de session que cela comporte et ainsi de suite. Donc il faudrait que vous soyez conscients de ça. On ne fait pas venir seulement les 6 présidents des groupes parlementaires et les vice-présidents. Donc c'est toute une machine qu'il faut comprendre. Oui, monsieur le premier vice-président. Ouais. Dans le subconscient et la psychologie de la population, qu'il ne faut pas donner de délai trop long. Il vaut mieux s'asseoir et se convaincre que ça va finir bientôt, plutôt que dire dans 3 mois on va venir encore. Non. C'est démobilisateur cette façon de faire. Donc on a le format réduit, on peut toujours revenir si jamais la situation ne s'arrange pas. Mais 2 mois, c'est 2 mois. 3 mois, c'est... Écoutez, moi je vais éviter des dépenses inutiles au gouvernement. En réalité, quand le gouvernement va nous reconvoquer, ça serait une session extraordinaire. Et vous connaissez bien les députés, et quand il s'agira d'une session extraordinaire, il faudra dépenser de l'argent. En tout cas, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Ce n'est même pas démobilisateur, puisque c'est dit tout simplement que si d'aventure la pandémie devrait prendre fin, il y a un décret qui peut mettre fin à tout cela. Donc franchement, moi je n'ai pas de problème avec cela. Mais si les députés, si les présidents de groupe parlementaire ne veulent pas, bon, on va maintenir les deux mois. Ça ne me gêne pas du tout. Mais si je devrais faire un raisonnement logique, financier et autres, je pense que ça serait mieux qu'ils aient les 4 mois et puis qu'ils gèrent ça comme ils peuvent quand cela est possible. Je peux donner peut-être la parole à Madame la ministre SGG. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous, c'est les 2 mois qui nous conviennent. C'est vos 2 mois qui vous conviennent. Très bien. Donc on s'arrête aux 2 mois, c'est ça leur demande, on s'arrête aux 2 mois. Très bien, avec donc les seuls points sur lesquels je pense que nous avons un peu discuté, mais pourquoi vous parlez du 16 mai? À compter du 15... Hein? À minuit, le 16 mai début matin. Ok. D'accord. Donc, demande au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale un rapport de CADER, hein, ou bien tous les 10 jours, hein, sur l'état de la pandémie Covid-19. Très bien. S'il n'y a rien de particulier, je voudrais donc demander au secrétaire de séance, clôture de la discussion générale, je demande au secrétaire de séance. Merci Monsieur le Président. Nous avons 143 présents et 15 absents. Nous n'avons pas de procureur.
procuration. Est-ce qu'il y a des procurations? Non. Non. Très bien. Donc, prenez les dispositions pour recueillir le vote de Monsieur le Président des groupes parlementaires et des non-inscrits. Le Président du groupe RDP, pour le rapport de la Commission. Contre le rapport de la Commission. Abstention. Président du groupe URD, pour le rapport de la Commission. Contre le rapport de la Commission. Abstention. Le groupe GPR, absent. Le président du groupe Les Démocrates, pour le rapport de la Commission. Contre le rapport de la Commission. Abstention. Le groupe MPS, pour le rapport de la Commission. Contre le rapport de la Commission. Abstention. Le groupe UNDR, pour le rapport de la Commission. Contre le rapport de la Commission. Abstention. Les non-inscrits. Il y a un seul non-inscrit. Le député Yapombe Théophile, pour le rapport de la Commission. Le décompte. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous saluons votre présence ici pendant tout ce temps, tout ce délai de discussion et d'échange entre vous-même et les élus du peuple. Nous saluons d'abord le changement intervenu. C'est un changement sûrement et qualitatif qui va apporter un peu plus, je dirais, de force au comité de crise sanitaire pour lui permettre d'être beaucoup plus opérationnel sur le terrain et en même temps de répondre aux préoccupations des populations tchadiennes qui sont en situation de crise sanitaire. Je voudrais donc saluer en tout cas ce nouveau décret et espérer tout simplement que les nouveaux membres vont se mettre au travail très rapidement et que des sous-comités ou bien des comités provinciaux puissent être créés également afin de vous apporter la situation qui se passe dans leur province. Je pense que c'est une demande un peu de certains députés qui voient la possibilité pour que les comités provinciaux puissent travailler avec vous. Je souhaite la force avec laquelle Madame la ministre est en train de se battre contre les faux décrets. Et ceci est important parce que ces faux décrets-là ont des impacts négatifs sur la façon dont on voit l'administration, on voit le gouvernement. Et c'est bon que les malfrats soient pris et qu'ils soient punis conformément en tout cas aux dispositions du code pénal. J'ai entendu parler des médias privés et autres. Monsieur le ministre de la Communication, moi-même j'ai reçu une demande vraiment expresse des médias privés que, en fait, le comité de la cellule de veille ne les a pas pris en compte dans ce qui se passe en ce moment. Je vous suggère que le comité, le nouveau comité puisse vraiment les utiliser. Je crois qu'ils sont de bonne foi. Ils veulent contribuer en tout cas dans la mobilisation et dans la sensibilisation des populations, puisque, comme vous le savez, nos populations, je ne dirais pas que toute la population tchadienne est indisciplinée, mais il y a des récalcitrants à l'intérieur de cette population qu'il faut chercher à convaincre. Donc, il faut les utiliser également les ONG ou autres. J'ai été un peu perturbé par le débat sur le grand cœur et autres.
qui s'est invité ici à l'Assemblée nationale, bon, ça c'est la responsabilité du gouvernement, hein. Vous signez vos accords avec les associations. Si ça ne marche pas, bon, on viendra voir dans tout ce que vous faites. Si ça marche, bon, tant mieux. Mais on ne voit pas ce que ça vient faire ici. Vous avez signé des accords, bon, en toute responsabilité, vous engagez. Mais si les accords sont des accords fallacieux, bon, le moment venu, on va jeter un coup d'œil là-dessus. S'ils sont de bons accords, on ne dira rien. Donc, il ne faut pas qu'on nous amène un faux débat ici sur cette question. Mais le moment venu, si l'Assemblée nationale veut contrôler l'ensemble de tous ces accords signés avec les différentes associations, je pense que l'Assemblée nationale est libre de le faire. Donc, je félicite le ministre de la Santé publique qui s'est défendu avec tous les éléments qu'il a. Nous vous demandons surtout, monsieur le ministre, de faire un effort, comme vous l'avez dit, de renforcer le dispositif au niveau des provinces. Je sais qu'ici aussi, les efforts sont faits, mais au niveau des provinces, on a besoin de plus de renforts puisque on est inquiet. C'est pas qu'on dit qu'il y a plus de malades dans les provinces, mais on est inquiet au moment où il y aura une expansion tout d'un coup et qu'on ne sera pas à même de pouvoir les contrôler. Pour ce qui est de Madame la ministre de l'Agriculture, je suppose qu'elle a pris toutes ces dispositions. On espère que l'agriculture va se faire dans les meilleures conditions et que la production agricole ne va pas baisser. Parce que si elle baisse, c'est la famine. Le résultat du vote de monsieur le président des groupes parlementaires et des non-inscrits s'établit comme suit. Pour le rapport de la commission, moi j'ai noté ici aussi, pour le rapport de la commission 143, contre le rapport de la commission 0, abstention 0, donc l'Assemblée nationale a adopté.